Bonjour tout le monde, j'espère qu'on est tous capables de m'entendre. Parfait. Donc, on va commencer tout de suite. Je me présente, je pense que une bonne majorité de vous me connaissez déjà. Mon nom est Blaise Arvouin. Je suis aussi un des cofondateurs de Haïti Cybercom. Je vous souhaite tout de suite la bienvenue à notre première édition virtuelle de Haïti Cybercon. Vous savez, avec la COVID, on a on gère tous le nouveau normal, c'est-à-dire que tout devient nouveau. C'est la même chose aussi. J'aurais aimé, ou je pense que c'est la même chose pour vous aussi, qu'on aurait tous aimé être, par exemple, pour l'instant, être dans une salle, avoir du face à faire du face à face, mais malheureusement, avec la pandémie, c'est totalement différent. Donc, on gère cet enjeu aussi. Donc, pour commencer, je veux quand même prendre le moment de remercier ce qui rend possible l'événement d'aujourd'hui. Je veux commencer par remercier nos intervenants. Il y a quand même pas mal qui se sont déjà connectés. Vous savez, on organise un événement en ligne. C'est difficile de faire contact avec les gens, de les chercher, de les trouver pour qu'ils puissent participer avec nous. Donc, je les remercie du fond du cœur. Je vais aussi remercier, ça doit être la première chose que je devrais faire en passant, remercier tout ce qui nous regarde pour l'instant, c'est-à-dire nos internets, les gens qui sont abonnés à nos pages de réseaux sociaux. Vous savez, c'est parce que vous nous suivez que ce qu'on est en train de faire est possible. Et je vous invite encore à continuer à nous suivre. Pourquoi aussi ne pas partager ce live-là, ce direct-là, comme les Français les appellent à vos amis, à vos contacts. Je remercie aussi les organisateurs qui sont avec moi parce qu'il faut aussi un travail pour permettre que l'événement soit possible, c'est-à-dire planifier tout. Vous savez, on n'est pas dans le physique, mais il y a encore la logistique dans tout ça. Donc, un gros coup de chapeau pour eux aussi. Et puis, finalement, je dois remercier quand même les sponsors. Les sponsors, vous savez, c'est eux qui nous accompagnent, c'est-à-dire, on n'a plus à louer des salles, on n'a plus à faire entrer des conférenciers en Haïti, mais quand même, il faut acheter les outils pour pouvoir faire la conférence. Donc, ça a aussi un coût. Écoute, ça, c'est quand même d'autres choses pour la liste des remerciements. Mais je ne peux pas non plus oublier des partenaires. Je les appelle quand même des partenaires, mais c'est des gens quand même, c'est des organisations qui nous ont permis de faire le cross-posting de cet événement sur leur page de réseaux sociaux. Ça va nous aider beaucoup en plus à avoir une belle visibilité. Donc, je leur remercie aussi du fond du cœur. Là, je ne vais pas prendre de temps pour vous parler de la programmation de la journée. Vous avez déjà vu un peu ce qui va se présenter, que ça commence par la parentalité numérique jusqu'à la dernière session de la journée qui est la carrière en cybersécurité. Mais avant de présenter notre conférencière, que vous connaissez tous, je vais juste prendre un moment pour vous présenter les sponsors qui ont rendu possible cette activité.
is important that we lead the culture of empowering to enable. Innovation is imagined through the spirit of our ability to conquer limitation. There are no boundaries or obstacles. There is only opportunity. Our world relies on innovation. Innovation secured by practice and standards, systems and infrastructures, on-site and hosted in the cloud. What's vulnerable? Everything. Everything is connected. Networks, infrastructure, finance, national security. Everyone and everything is at risk. Talented experts are needed. Innovative solutions are needed. We are here to provide them. There are no boundaries. The threat does not discriminate the talent. Why should we? Join us and help us secure our future. Secure our innovation. Let's leverage our skills and analytics to solve problems. Fight cyber threats with machine intelligence. At Aslatandi Tech, we, together, will accomplish great things. Will you be there with us for the journey? Your journey starts now. Join us at www.aslatanditech.com. Voilà, j'ai pas donné quand même quelques consignes pour la journée. C'est sûr que vos participants qui vont être en ligne, on va vous demander quand même de garder vos micros fermés le temps que nous, on prenne aussi le contrôle pour les fermer. Donc, s'il vous plaît, on ne veut pas avoir de vidéo, on ne veut pas avoir de micro activé. Même pour vos questions, ça va être quand même des choses qu'on va vous demander de poser par le chat. Donc, s'il vous plaît, nous aider à garder tout normal et correct. Donc là, je vais présenter ma première intervenante de la journée, quelqu'un qui, je pense, qui passe de présentation que vous connaissez déjà. Elle est avec nous. C'est quelqu'un qui crée quand même beaucoup de fidélité dans notre activité. Merci Elisabeth pour tout ce que vous avez déjà fait pour notre activité visible à travers Internet, à travers ce qu'on fait au niveau de la sécurité informatique. Comme je vous dis, vous passez de présentation. Je ne pense pas que je dois vous dire que vous êtes professeur de droit, expert en parentalité numérique, vous êtes maman de deux petits garçons férus en technologie de l'information, vous êtes avocate, vous êtes professeur de droit et consultant e-safety. Vous avez aussi un organisme qui sensibilise beaucoup aussi les parents à la protection, à la parentale numérique de préférence. Donc, Elisabeth, je vais vous donner le contrôle que vous puissiez présenter à nos participants, à nos internautes. Donc là, je vous donne le rôle de... Oh, c'est génial. Et puis, vous allez me dire si ça marche. C'est moi le patron maintenant. Yeah, you're the boss. I like it. I like being the boss. Bon, OK. Donc là, je vais partager mes slides. Je vais le laisser dans ce format-là parce que quelquefois, quand je commence à faire autre chose, je perds tout le monde. Et donc, j'ai fait ça pas mal de fois. Donc, je vais le laisser justement comme ça. Vous pouvez voir? Vous pouvez voir? Oui, je pense. De toute façon, Blaise, il va me dire s'il ne peut pas voir. Ouais, donc, OK. Oui, c'est OK, génial. Donc, merci Fredo. Donc, vraiment, c'est un honneur d'être là avec vous, avec mon tout petit accent américain. Vraiment, je suis ravie de partager tout ce que je connais, tout ce que j'ai retrouvé, j'ai recherché, parce que peut-être Blaise n'a pas dit, mais je suis à Paris et je suis un consultant pour le Conseil d'Europe et également pour e-enfance. Et donc, e-enfance, c'est e-enfance.org. Et donc, c'est là où vous pouvez trouver beaucoup de ressources en français, bien naturellement. Et donc, c'est tout ce que j'ai fait, que j'ai essayé d'aider les parents avec tout ce qui est le numérique. Donc, c'est-à-dire les réseaux sociaux, comment être en ligne pour jouer en tranquillité, tout, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc là, je vais vous faire une toute petite présentation
maintenant sur la parentalité dans l'ère numérique et surtout c'est pendant la pandémie et la transition après. Parce que même si franchement c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu ou vécu, je pense que franchement on peut utiliser ça comme bon, franchement, on va plonger dans le bain, c'est-à-dire que tous les parents, on peut vraiment commencer à voir nos enfants en ligne tout le temps, on peut poser des questions, mon chéri, tu vas où, tu joues avec qui, tu fais quoi, montre-moi ta jeu préféré, etc. Donc, vraiment, on peut profiter de cette occasion de plus savoir sur les activités de nos enfants. Donc, premièrement, comme je vous avais dit, je suis consultant pour le Conseil d'Europe et donc je voulais tirer votre attention sur ce site où là, en 2017, nous avons fait vraiment une campagne, c'était pour la Journée européenne de la protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuel en ligne. Et donc là, vous allez voir, nous avons couvert cette thématique dans six façons différentes. Je vais vous montrer. Nous avons étudié en général la protection en ligne des enfants. Oui, c'est bien moi, hein? C'était il y a 2 ans, mais bon. Ça va. L'exploitation sexuelle des enfants en ligne, autrement, on appelle ça sextortion. Il y a aussi le sexting, donc ça, c'est quand les enfants ils sont en train d'envoyer de petites choses qu'on ne va pas montrer à mamie. Ils envoient les petites photos, même les petits mots qui ne sont pas trop appropriés. Les échanges de propos sexuels en ligne, donc sex chatting, donc ça aussi, c'est encore dans cette même rubrique de chatter, mais là, c'est plutôt avec des adultes. Nous avons les abus et l'exploitation des enfants via les médias sociaux. Donc, nous, on appelle ça le grooming en anglais, et c'est-à-dire que nous avons un adulte qui essayait de rentrer en confiance avec un enfant et comme ça, bien naturellement, il va essayer de tirer l'attention de l'enfant, de peut-être faire un petit échange, des cadeaux, de petites choses, de petits mots douces pour former un lien avec l'enfant qu'après, justement et tristement, il va essayer d'exploiter pour des raisons XY que vraiment c'est hyper triste. Et donc, dernièrement, c'est quelque chose qui est bon nouveau, si on veut. Ça fait 2-3 ans que maintenant on a un nom. Et ça, c'est la revanche pornographique, Revenge Porn. Et donc, il y a également une petite brochure que vous pouvez télécharger qui est gratuite en français, qui est la parentalité à l'ère numérique. Et donc, toutes ces petites lignes, il y a la vidéo derrière. Et donc, vous pouvez apprendre encore plus. Je crois que là, je parle en anglais, mais c'est sous-titré en français. Donc, voilà. Donc ça, on va passer maintenant le Conseil d'Europe. Maintenant, je vais parler de vraiment la pandémie. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on est en train de parler de la pandémie et tout ça? Bon, mais c'est sûr, on voit qu'il y a un apprentissage en ligne de l'école. Donc, ça, c'est si, bien naturellement et bien entendu, on a de chances et de ressources d'avoir des lignes qui sont accessibles à tous. Et ce n'est pas toujours le cas. On voit ça en France, on voit ça aux États-Unis, donc on voit ça sûrement à Haïti. Donc, on a un vrai problème, mais encore une fois, pour moi, pour essayer d'être positive, je vois ça comme une façon d'attirer l'attention sur cette divide numérique, digital divide. Comme ça, on peut essayer d'égaliser cet accès parce que ça devient un primordial d'avoir un accès à Internet. Après ça, mais bien sûr, il y a le jeu en ligne. On voit bien, même si vos enfants ne sont pas à l'école, justement comme le mien maintenant, il est en train sûrement de jouer sur son iPad ou sinon, il joue sur votre smartphone, il joue sur n'importe quelle façon qu'il peut avoir une connexion Internet ou Wi-Fi. Et voilà, c'est parti, c'est Fortnite, c'est Minecraft, c'est Roblox, c'est tout. Et quelquefois, c'est tout et n'importe quoi. Donc, chers parents, s'il vous plaît, parlez avec vos enfants, demandez à eux de leur montrer ce qu'ils font et comme ça, vous pouvez les guider, vous pouvez expliquer comment vous voyez les choses.
Donc, après, on voit quelquefois, c'est sûr avec la pandémie, qu'on utilise ces ressources pour connecter, pour faire du réseau. On peut voir avec les familles et les amis. On fait avec Zoom, comme maintenant. On fait avec Microsoft Teams, avec tout, avec Google Meet. Il y a maintenant de façons je ne sais même pas combien de façons différentes qu'on peut rester en contact avec les gens. Et franchement, je trouve que ça, c'est quelque chose plutôt positif. Donc, vous voyez bien, je suis en train de vous montrer toutes les choses côté positif de la pandémie. Donc là, également, on a des fêtes en ligne. On avait vu que les gens ils commencent vraiment d'être créatifs, de trouver des autres façons de faire vraiment les choses qu'avant, on aurait bien souhaité de faire en présence de tout le monde, mais malheureusement, on ne peut pas. Donc là, j'ai vu encore de la fête en ligne, j'ai vu les gens qui chantaient pour tous. Donc vraiment, je trouve que c'est plutôt mignon maintenant les choses qu'on a eu à faire, mais en espérant que ça va être plus nécessaire d'ici quelques mois. Après, quelles compétences, inattendues, développent-ils? Qu'est-ce que nos enfants ils font en ligne? Parce qu'on sait bien qu'ils ont toutes ces richesses avec soit le jeu, soit l'école, soit tout bêtement d'être en ligne, d'avoir cette ouverture, de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais il y a également les autres compétences qu'ils peuvent développer. Et donc là, par exemple, c'est l'entraînement à l'empathie. Ah oui, on peut apprendre d'être empathique, on peut apprendre d'être gentil avec les gens. Si on joue un jeu vidéo, on peut voir ça. Si on perd et on veut dire, ah zut, toi tu es nul, etc., on peut dire à nos enfants, bien naturellement, ah chérie, on ne va pas parler comme ça. Et qu'est-ce que l'autre personne devrait sentir? Etc. Donc, il y a vraiment, pour les parents, même si vous me dites, ah, Elisabeth, je ne suis pas trop tech, machin, tu peux quand même rester avec vos enfants. Vous pouvez parler avec eux pour expliquer comment vous entendre pour eux d'être un citoyen numérique également. Après cela, il y a des autres compétences en ligne et donc là, j'ai fait exprès pour vous montrer comme quoi il faut simplement chercher. Tout est là. Il y a les gens qui me disent « Ah, je ne connais pas le genre noir dans la technologie » et hélas, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses. Il faut simplement creuser, il faut chercher, il faut demander, il faut poser des questions aux autres. Moi, je suis complètement disponible si vous voulez me poser des questions. Vous pouvez faire ça en français, en anglais. Mais là, par exemple, ça, c'est des compétences en ligne pour Black Girls Code. Donc, ça, c'est une organisation aux États-Unis où on est en train vraiment de former nos jeunes filles dans le codage. Et c'est pas parce que nous pensons que le codage, c'est absolument nécessaire. Non, c'est comme si on a une voiture, je n'ai pas besoin de savoir comment bricoler le moteur pour savoir bien rouler, démarrer ma voiture et conduire dans la ville, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose avec le codage. Mais quand même, si nos enfants et surtout nos filles, elles peuvent avoir cette occasion, cette richesse d'apprendre le codage, de prendre goût aux mathématiques et des sciences et technologies et encore de engineering, chapeau, hein? Je trouve que c'est vraiment génial. C'est tout ce que je nous souhaite. Quels sont les risques possibles? Et voilà, donc je ne peux pas parler de toutes les opportunités, de toutes les jolies choses magnifiques sur Internet, sans bien naturellement de parler de risques, parce que, hélas, ça existe. Donc là, il faut m'excuser, mais c'est en anglais, mais je suis sûre que tout le monde a capté. Donc, on voit bien en même temps que nos enfants, même s'il y a une pandémie, qu'il y a plus de gens en ligne, il y a plus d'enfants en ligne et malheureusement, ça entraîne des conséquences. Donc là, c'est une étude par DQ Institute et ils ont vu que les enfants de 8 à 12 ans, comme quoi le risque, c'est vraiment, c'est plus qu'on aurait pensé. Et donc, ça, c'est un peu les catégories différentes. Donc, avec le plus haut, bien naturellement, c'est le cyberharcèlement, que 45% de nos enfants, 8 ans à 12 ans, a été affectés par le cyberharcèlement.
39% avec du risque de réputation. Donc, c'est les gens qui commencent à dire, ah oui, mais toi, non. Et donc, après, si jamais un employeur ou une école ou une université ou même mamie, elle voit ça en ligne, elle va dire, ah, mais ma fille, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Après, 29%, il y a une exposure pour le contenu à risque. Donc, ça peut être le contenu violent, le contenu sexuel. Après, 28% pour les menaces cyber, tout court. 17% pour de contact, c'est-à-dire encore avec cet aspect de grooming où on a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vos enfants, qui vont essayer de retirer pour avoir une rencontre offline et donc pour avoir un contact normalement sexuel. Donc ça, c'est 17%. Après, on a 13% avec un risque de une addiction pour le jeu en ligne. Et dernièrement, 7% avec un risque pour les réseaux sociaux. Donc, tout cela, franchement, c'est pas pour vous faire paniquer, mais il faut prendre en conscience, il faut voir les choses en face. Le plus que nos enfants sont en ligne, et je ne vais pas dire que sont nos surveillances, mais le plus qu'ils sont en ligne et nous ne sommes pas là pour l'accompagner avant, pendant, après qu'ils sont en ligne, le plus le risque il peut avoir. Une seule chose pour les statistiques pour le harcèlement cyber qui est à 45% pour les enfants de 8 à 12 ans, mais bien sûr, ça peut être plus élevé pour les enfants de 13 ans à 18 ans. Mais la chose que j'aimerais bien que vous remarquiez, c'est la différence entre le 45% et le 17% pour le contact sexuel de grooming, de stranger danger. Si on demande aux parents, si on demande aux éducateurs, mais c'est quoi le risque le plus d'être en ligne? Ben, la plupart du temps, le parent, il sait, mais bien sûr, moi aussi, je ne veux pas que mes enfants ils prennent contact avec une étrangère. On a peur de ça. Mais hélas, la réalité, c'est plus que nos enfants ils vont avoir du mal avec le harcèlement cyber, avec les gens dans leur entourage, avec leurs petites potes à l'école. C'est là où ça va faire des petites piqûres, que petit à petit, ces petites piqûres, ça devient une blessure plus énorme. Et donc, c'est là, chers parents, qu'il faut qu'on intervienne, il faut qu'on soit consciente et qu'on aide nos enfants. Je voulais montrer, je ne sais pas, Blaise, si vous allez avoir quelqu'un de Europol, mais j'en suis sûre qu'il y a des gens de la police. J'ai trouvé cet article hyper intéressant de Europol parce que ils avaient parlé justement comme COVID-19, ça a fait un problème, une ampleur pour l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Et donc, bon, c'était clair. L'impact global, c'était que plus de personnes sont en ligne, plus des enfants sont en ligne, et donc il y a plus de chances que les pédophiles ils vont essayer de rentrer en contact avec nos enfants. UN News aussi, ils avaient parlé comme quoi les prédateurs en ligne, ils sont en train de rôder autour de nos enfants. Donc, mais bien sûr, c'est une actualité, c'est quelque chose assez logique, même si c'est effrayant. Après encore, je passe en anglais, mais c'était dans ce même rapport de Europol. Il parlait de les enfants en ligne, comme quoi il faut vraiment faire attention à tous ces risques numériques, comme par exemple ce que nous avons déjà parlé, de coercion, de grooming. Nous n'avons pas parlé de le fait qu'ils sont en train de faire le contenu inapproprié eux-mêmes. Ils sont à la maison, ils sont avec leurs amis, ils s'ennuient, et donc voilà, ils prennent une petite photo ici, par là, etc. Et donc, ça devient un petit peu plus en plus risqué, et ils partagent ces photos sans de penser à la permanence de Internet. Et donc, dans un autre sens, il faut aussi qu'on voit qu'il peut avoir, c'est pas forcément pour les plus jeunes, mais aussi pour nos jeunes adultes, ils sont à la maison. Ils n'ont plus le droit de sortir pour voir l'un de l'autre à cause de la pandémie. Oh, bon, je vais envoyer une petite photo. Et donc, ils commencent à envoyer des photos, et ça aussi, tout cela, ça augmente tout ce qui est en ligne qu'on ne veut pas avoir en ligne.
Donc, mais bien sûr, il y a le sexting, l'accès à pornographie. Donc là, je ne connais pas les statistiques pour Haïti, mais je peux vous dire qu'ici, en France, pendant le mois de mars, on avait vu que les sites comme Pornhub et les autres, ça a augmenté parce que les gens, ils étaient à la maison, ils n'avaient pas grand-chose à faire, et donc ils commençaient à regarder plus en plus de chaînes pornographiques. Et c'était surtout le mois de mars, si mes souvenirs sont bons, où ils avaient fait en sorte qu'on quoi un compte premium, c'est gratos. Donc, allez, tout le monde, vous pouvez tous savoir le vidéo pornographique gratuit. Donc, il y a également le contenu violent, on voit plus en plus, et les enfants, ils peuvent avoir un accès. Et donc, mais bien sûr, encore une fois, le harcèlement, le jeu vidéo, le fait qu'ils jouent encore plus, donc ils vont essayer d'acheter encore plus, il y a plus de risques d'arnaque dans le jeu, etc. Après, donc, là, c'est Interpol, donc j'ai essayé de toucher tout le police. J'en suis sûre que vous allez parler de quelques-uns de ces sujets pendant la journée. Je pense que peut-être même Steve Waterhouse, il va toucher de quelques-unes parce que je l'avais vu que Steve, il est là et Valentin également. Donc là, pour le Cyber Safety Checklist, de petites choses à faire pour vous aider dans la maison avec vos enfants. Mais bien sûr, c'est de sauvegarder le dossier, de faire de mots de passe qui sont assez costauds, de rester en sorte qu'on parle le logiciel, il y a toujours la mise à jour. Et j'ai dit ça parce qu'il y a beaucoup de temps où les enfants, ils vont à Fortnite ou ils vont sur leur compte Instagram ou Snapchat ou WhatsApp et ils vont faire une mise à jour. Et ils ne vont pas forcément penser de réinitialiser tous les settings, les paramètres de sécurité le plus haut qu'ils avaient avant. Donc, il faut vraiment penser à ça. Également, le fait de faire des gestions sur les réseaux sociaux, sur le profil. Donc là, encore, parents, vous pouvez jeter un coup d'œil en disant, ah bah oui, ça c'est le profil de mon enfant, mais pourquoi l'adresse est notée? Pourquoi son numéro de téléphone est noté? Pourquoi cette photo, c'est quand elle était à la plage? Donc, il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on donne beaucoup de renseignements dans ses profils, dans ses bios. Mais bien sûr, on sait bien, il ne faut pas ouvrir les choses qui sont suspicieuses, même si ça soit un email ou quelque chose qui est attaché. Mais que peuvent faire les parents? Donc voilà, là, on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire et c'est là où je suis contente parce que, encore une fois, j'ai essayé de montrer toujours les choses en équilibre. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'opportunités et les choses qui sont géniales. Il y a quand même des risques, mais le problème pour moi avec ces risques, c'est vrai, j'ai fait comme ça parce que c'est tout petit, c'est que si ça vous touche, si ça touche à votre famille, c'est vrai, c'est une drame et c'est ça qu'on veut éviter. Moi, je parle à tout le monde, haut et fort, comme quoi j'adore les technologies, j'adore tout ce que ça nous apporte, Internet, etc. Même cette conférence-là, je suis à Paris et quand même, mon cœur est avec vous en Haïti et je trouve ça génial. Ou à Canada avec Steve, parce que je sais que Steve, il est là-bas. Donc là, je pense qu'il faut qu'on voit que nous avons beaucoup de choses qui est vraiment génial et quand même on peut tracer un chemin, on peut trouver une façon de gérer nos familles, de soutenir nos familles afin qu'on peut vraiment bien profiter de tout ce qui est Internet, technologie, les réseaux sociaux nous offrent. Donc, quelques petits conseils et après, je vais arrêter si jamais il y a des questions. C'est que même si vous avez laissé vos enfants jouer toute la journée et vous avez besoin d'une pause, OK, c'est pas grave. Il faut pas se battre, il faut pas dire, oh, je suis tellement coupable. Revenez simplement sur la bonne piste. Essayez de faire des choses en ordre. Comment vous allez reprendre dès maintenant. Après, il faut avoir des célébrations et des gratitudes. Franchement, quand même, on est là. Donc, il faut qu'on réfléchisse, qu'on a l'Internet, si nous avons, et donc déjà, c'est encore une raison pour être contente.
il y a aussi cette idée qu'il faut garder les bonnes habitudes. Donc, si vous avez commencé à jouer avec vos enfants en ligne, si vous avez commencé à parler avec eux ou de prendre un petit moment tout en famille à la table, etc., il faut garder ces bonnes habitudes. Et donc, voilà, il faut laisser aller le mauvais côté, les choses que vous ne voulez pas. Donc, encore une fois, donc là, c'est e-enfance et donc il faut rassembler le meilleur des ressources. Je trouve que le fait que vous êtes tous là sur cette conférence où vous pouvez prendre des ressources que nous avons ici pour vous, c'est vraiment génial. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est primordial pour soutenir vos familles, surtout dans la parentalité numérique. Il faut avoir de bonnes ressources, il faut avoir des renseignements avant que quelque chose vous arrive. Et c'est là, sur ce site, que vous pouvez trouver. Également, il y a des autres sites, par exemple, comme internetmatters.org, où vous pouvez aller tout en bas et vous... voilà, c'est quoi le mot? Je ne sais pas le mot pour ça, mais vous faites tic. Et donc après, c'est en français. Et là, vous pouvez voir aussi des ressources en français. Et donc là, j'ai écrit quelques articles pour eux également. Et donc, il y a quoi d'autre? Si vos enfants sont en train de jouer et vous dites, ah, mais je ne sais pas du tout c'est quoi ce jeu, je crois que c'est OK, et c'est quelque chose comme Call of Duty ou GTA 5, et vous dites, ah, mais ça va. Non. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, OK? Je suis là, je vous vois. Vous n'avez plus d'excuses. Il faut aller sur jeuxvideo.com et là, vous pouvez voir vous-même que c'est pas approprié, c'est pas pour votre enfant. Donc, il n'y a aucune excuse comme quoi on ne peut pas être là pour comprendre ce que nos enfants ils vont faire dans l'ère numérique. Nous, les parents, nous, les éducateurs, tous les gens qui tiennent, les tantes, les oncles, nous pouvons vraiment accompagner nos enfants dans l'ère numérique. Et là, j'en suis sûre, je compte sur vous. Donc maintenant, je vais dire, est-ce qu'il y a des questions? Et je vais même arrêter de partager, comme ça, je peux voir tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Blaise, je vous demande de regarder dans le chat pour me dire s'il y a quelque chose. Sinon, je vais aller jouer avec mon enfant online parce qu'il m'attend également. Comment ça va? Bien de mon côté. Alors là, je n'ai pas encore de questions dans le live chat. Je vais juste prendre contrôle encore des accès, Elisabeth. Moi, ce que j'aurais à demander en attendant que les oui, pas de problème. Pourquoi pas, hein? Ah, bah oui, je suis là, il faut profiter, hein? Yeah. Comment est-ce qu'on peut gérer une situation, par exemple, quand on parle de parental numérique, quand même, on sait que ça prend des parents qui soient formés, qui connaissent mieux les outils. Maintenant, comment un parent peut faire ce travail-là quand, je ne veux pas dire qu'il a un niveau de illiteracy, mais comment il est capable d'affronter, comment il est capable de jouer ce rôle-là quand lui aussi, il n'a pas le niveau pour comprendre comment fonctionnent les outils? Bon, déjà, il faut arrêter de penser qu'une parent, on doit être toute technologie, on devrait savoir tout, il faut savoir coder, il faut savoir tout le lexique. Non, et non, et non. Pour être un parent dans l'ère numérique, il faut simplement être concerné, engagé, à côté, poser des questions, c'est tout. Il faut poser des questions. J'en suis sûre que vos enfants, ils vont être ravis d'expliquer. Vous dites, mais c'est quoi ça? Comment ce jeu, ça marche? C'est quoi TikTok? J'ai entendu parler de ça. C'est quoi ce challenge-là? Etc. Et donc, vraiment, une fois que vous êtes là-dedans dans leurs activités avec eux, c'est là où vous allez entendre plus de renseignements, vous allez entendre plus de petites idées et c'est comme ça que vous pouvez l'aider. Pour moi, par contre, je trouve qu'une question que j'ai entendue beaucoup avec les parents, c'est bon, justement en parallèle avec comment je peux faire, c'est cette idée que mon enfant est sur l'écran tout le temps. Est-ce qu'il est accro? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des problèmes, elle est accro, elle raccroche jamais, c'est comme si le téléphone est tout le temps accroché à son oreille.
Donc là encore, j'ai dit, je ne suis pas médecin ni psychologue, mais il y a une vraie différence avec une addiction et avec l'usage problématique ou même usage qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que maintenant, je vous avais dit, mon fils de 10 ans, il est en train de jouer. Et si je l'appelle et il ne vient pas, je ne vais pas dire il est addicté, il est accro. Il est simplement intéressé, plus intéressé à son jeu que venir me voir. Mais pour savoir si vraiment nous avons une vraie addiction, il y a 5 choses qu'un parent peut faire. Un parent peut regarder. Un parent peut regarder si leur enfant mange bien, si leur enfant dort bien, si leur enfant a toujours de bonnes notes à l'école, s'il n'y a pas de problème à l'école qu'on nous n'avons pas eu avant. Si il y avait également l'idée de voir, il y a des gens dans le waiting room, donc c'est moi qui est le patron là, donc j'ai mis tout le monde. Bienvenue tout le monde. Et donc effectivement, Blaise, peut-être il faut reprendre le contrôle de moi parce que moi je vais m'amuser trop là. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, c'est également de regarder comment ils agissent pendant et après, ils sont en train de jouer. Et voilà, et je trouve que c'est important de se rendre compte qu'une addiction, et surtout l'addiction qu'on entend parler par l'Organisation mondiale de santé, quand eux, ils parlent d'addiction, c'est vraiment le gaming disorder et c'est quelque chose qui dure 12, je répète, 12 mois. C'est pas mon petit bout de chou qui ne va pas venir maintenant. Mais je comprends que beaucoup de parents, ils s'inquiètent pour cela, mais il faut commencer à gérer cela, ce problème de trop d'écran. Et il faut également demander, encore une fois, c'est quoi le contenu? Parce que si votre enfant est en train de passer 3 heures sur l'écran pour apprendre l'anglais, pour apprendre le codage, je ne sais pas, pour étudier de philosophie, vous n'allez pas le gronder. S'il est en train de faire 3 heures de jouer un truc complètement débile, oui, là, vous pouvez. Donc voilà, pour moi, je trouve que tout parent peut gérer cette notion de parentalité numérique. Il faut simplement poser des questions. Il faut rester calme et voilà. Autre chose, Blaise? Autre question? Ah oui, je sais pas, moi, j'ai pas vu dans le chat là s'il y en a d'autres là, mais moi, j'aurais quand même que vous élaborez un petit peu plus. Par exemple, là, avec la pandémie, est-ce que le rôle d'un parent pour gérer tout ça avec ses enfants, ça devient plus compliqué ou ça s'allège un petit peu? Mais bien sûr, ça devient plus compliqué et je suis en train de voir les gens qui viennent dans le chat. Donc, j'ai dit bonjour à Mike, bonjour à James et bonjour à Julien parce que c'est tous les gens que j'ai rencontrés il y a 2 ans quand j'étais là avec vous à Haïti. Donc, bonjour. Donc, pour moi, je pense que oui. Attendez, je suis en train de bricoler un petit peu. Pour moi, je pense que les parents il faut vraiment qu'ils se rendent compte qu'avec la pandémie, c'est clair, il y a quelque chose, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Mais c'est pas pour ça, c'est pas une raison pour les parents de dire, OK, c'est quelque chose, il faut qu'on arrête. Non, la pandémie, ça existe. Oui, on a tous perdu un petit peu de contrôle. Oui, on est tous à la maison plus. Il y a des choses qui arrivent, soit nos enfants sont en ligne plus. Nous aussi, moi aussi. La preuve, je suis là en ligne et je ne suis pas en Haïti avec vous, en live, direct. Et donc, il y a tous ces genres de choses, mais je trouve qu'il faut rester zen. Il faut se rendre compte que ça ne va pas durer pour toujours. Et donc, vraiment, je trouve que nous avons tous les outils pour faire le nécessaire et il faut qu'on reste ensemble. Vraiment, de faire la communauté, de partager Blaise comme on avait fait avec vous, de partager les bonnes ressources, de
poser des questions. Si on ne sait pas, il faut demander, il ne faut pas rester dans une petite boule en disant « Ah, mon enfant est addict, accro. Ah, mon enfant, je ne sais pas, joue trop. » Il faut poser des questions, il faut oser, il faut poser, il ne faut pas avoir peur. Vous n'êtes pas toute seule. Il y a beaucoup de parents comme vous. Il y a moi aussi, il y a le moment, je ne suis pas maman parfaite, hein? Même si je l'air, je ne suis pas du tout. Donc voilà, il faut oser. OK. Ben, moi, je pense que dis pas que les gens ne sont pas intéressés au sujet, peut-être probablement, étant donné qu'ils étaient pas connectés tous admis en même temps, peut-être que les questions vont venir après. Moi, j'ai pas le contrôle des autres plateformes à 100% pour voir s'il y a d'autres questions qui sont arrivées à travers Facebook ou ailleurs. Mais est-ce que je peux vous dire, Elisabeth, s'il y en a des questions qui sont arrivées qu'on n'a pas vues à travers oh là, je viens d'avoir une nouvelle. C'est sûr qu'Elisabeth, on a commencé plus tôt avec toi aussi. On devrait commencer à 9h30, à 9 à 10, mais on a commencé quand même à 9h45 pour toi. Donc, ça veut dire qu'on a pris d'avance sur les gens. J'ai une question pour toi, Elisabeth, dans la liste. C'est de Jean-Fritz Masséna qui dit « Est-ce qu'il existe des applications qui permettent de contrôler les appareils des enfants à distance? » Ah, bah oui! Bah, franchement, Jean-Fritz, tout ce qu'on peut imaginer, ça existe. Même si, par exemple, je suis là, je peux prendre mon petit, je devais même le faire, comme ça, en live direct, vous allez attendre, je peux prendre mon smartphone, je peux appuyer sur Screen Time, ça va arrêter toute l'Internet et donc après, vous allez entendre mon enfant dans l'autre bout de l'autre pièce qui va hurler parce qu'il n'y a plus d'Internet. Donc, il y a des applications qui peuvent faire ça, mais tout simplement, il ne faut même pas faire plus compliqué. On peut faire ça avec iOS et on peut faire ça avec Android. Donc, avec votre téléphone, vous avez déjà la possibilité. Avec Apple, ça s'appelle Screen Time. Avec Android, it's Digital Wellbeing. Mais bon, si vous voulez faire plus, mais bien sûr, il y a toujours des applis de contrôle parental. Mais attention, hein, attention avec le contrôle parental, je ne sais pas, au pif. Attention avec ça parce que une fois que vous commencez à penser que cette technologie, cette logiciel va vous aider, va aider votre famille, vous allez avoir plus de confiance à cette logiciel qu'à vous-même. Et moi, j'ai dit que c'est vous le parent, c'est vous le contrôle. Et donc, bon, tout bêtement, il ne faut pas oublier que même si on boucle tout, si je boucle mon téléphone, l'iPad, etc., mon enfant peut toujours parler avec un autre enfant à l'école, dans le cours, dans la rue, et donc cet autre enfant peut le montrer sur son téléphone qui n'est pas du tout bloqué, il peut tout voir, il peut avoir un accès à tout. Donc vraiment, ce n'est pas le logiciel, c'est le fait que nous devrons avoir la conversation avec nos enfants pour parler avec eux, pour leur montrer que nous sommes là. On ne va pas le juger trop fort. On ne va pas retirer tous les devices parce qu'une fois que vous retirez tout leur accès, ils sont coupés. Ils n'ont plus de réseau, ils ne sont plus avec leurs amis. Et ça aussi, ça cause des problèmes. Donc, merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cette question. J'aime beaucoup. Donc, Blaise, moi, je suis en train de regarder sur Facebook pour vous. Vous voyez, j'ai 2 écrans. Donc, je vais voir s'il y a des autres questions pour moi. J'ai encore une autre de Fredo qui dit « Merci de partager ces infos, Elisabeth. Do you have any information for the age group less than 8 years old? » Ah bah oui, ça aussi. Donc, pour le moins de 8 ans, justement, c'est assez intéressant. J'avais écrit attendez, je vais regarder, comme ça je ne dis pas les bêtises. Il y a quelque chose que j'ai écrit qui s'appelle Smart Parenting in the Digital Age. Smart Parenting in the Digital Age. Et donc, justement, vous pouvez voir, je vais mettre ça dans le chat, vous pouvez voir cette petite brochure, c'est une guide pour les parents
pour les enfants de moins de 8 ans. Et donc, c'est disponible également en français et anglais et, bon, hungarian aussi. Il y a quelqu'un qui parle hungarian ou romanien, et voilà, mais c'est là. Hein? Mais bon, en gros, si vous n'avez pas le temps pour télécharger, tout de suite, c'est comme il y a 5